Nous voici au bord du gouffre. Dans les profondeurs de ce trou effroyable gisent de nombreux morts, nombre d'habitations et les espoirs d'une petite population qui vivait déjà assez péniblement. Maintenue depuis 24 heures sous le coup de la panique, puis sous la menace de malheurs nouveaux, la petite population de Saint-Jean-Vianney n'a pas encore dénombré tous ses morts, n'a pas encore pu établir un bilan précis de ses pertes. À peine peut-on dire pour l'instant qu'environ 30 personnes ont péri. Pour les pertes matérielles, considérons qu'une quarantaine de maisons, un autobus et une trentaine de voitures ont roulé dans ce gouffre à une profondeur inconnue. Les dégâts jusqu'ici s'élèveraient au moins à 2 millions, et peut-être à plus. Nous apprenons à dernière heure qu'un pont se serait écroulé ce soir sur le Saguenay. Il n'est pas exclu qu'une centaine d'autres maisons construites dans le même bas-fond d'argile subissent le même sort au cours des prochains jours. D'heure en heure, une maison nouvelle s'abîme. Et nous allons justement voir dans quelques secondes une maison s'effondrer. Et l'on ne sait pas quand ces éboulis vont prendre fin. Et l'on ne sait pas quand ces terrains argileux, dont les eaux printanières ont miné les entrailles, vont cesser de s'ouvrir pour engloutir des maisons que des familles de faibles revenus avaient mis tous leurs efforts à construire. Un hélicoptère de la protection civile a recueilli à l'aube une femme qui avait passé la nuit sur une voiture, légèrement en marge du creux de l'abîme. C'est, semble-t-il, la seule survivante parmi les personnes qui ont roulé dans le gouffre. L'on a retiré jusqu'ici 5 cadavres au bord des éboulis. On a pu les retrouver justement parce qu'ils se trouvaient au bord. Mais les équipes de recherche ne sont pas sûres du tout de pouvoir retirer les corps des autres victimes qui ont roulé dans l'argile liquide avec leur maison ou leur voiture. Des hommes grenouilles spécialement équipés entreprendraient cependant de fouiller la vase au cours des prochains jours. Un père de famille éperdu est parvenu à me dire combien il avait crié à plein poumon pour faire sortir sa femme et ses enfants de sa maison qui s'écroulait. Il ne les a pas revus. M. Laval Blackburn me racontait pour sa part avoir obéi à un premier mouvement au plus fort du tumulte et s'être précipité au secours d'une famille. Mais il a dû bien vite rebrousser chemin, le sol se dérobant sous ses pas. Et nous pourrions fournir bien d'autres témoignages sur cette nuit dramatique où des centaines de personnes ont probablement connu dans un tumulte épouvantable les moments les plus intenses de leur vie. Nous allons d'ailleurs à ce sujet entendre quelques-unes de ces personnes. Les maisons que l'on voit justement sont parmi celles qui menacent de s'effondrer. C'est un trou d'1 mille de longueur par un quart de mille de largeur et environ 100 pieds de profondeur. Et voici quelques témoignages. Quand la lumière est partie, là, on a entendu cogner dans la porte à coups de pied. Ils ont dit « Sauvez-vous, gardez les maisons dans le milieu du chemin ». Fait que là, on a pris les enfants, puis on n'a pas eu le temps, on est tout parti nu-pied. Mon mari a eu le temps d'embarquer dans l'auto puis s'en aller. En sortant de la maison, qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'il y avait une grosse crevasse en arrière de l'auto. Elle s'est écoulée comme ça. Votre famille a pu sortir juste à temps? Oui. La famille a sorti, les enfants étaient couchés, on les a réveillés, puis on est parti comme ça, en pyjama. J'étais après faire des mots croisés à ma table. J'ai entendu un vrombissement. J'ai sorti dehors. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, viens vite, la montagne en avant est partie. Là, j'ai téléphoné sur mon frère au bord, ma belle-sœur, ma sœur, c'est-à-dire. Ils sont tous nus dehors. Puis là, on a entendu un craquement, là. Puis là, mon mari s'était crié, vite, le chemin s'écroule. Fait que là, on est rentré dans la maison. On a sorti les enfants qui dormaient. Là, on a vu les poteaux en feu qui s'enfonçaient, la route qui s'enfonçait. Les poteaux en flammes? En flammes.
Puis là, le tubo, c'est l'électricité, là. Là, on voyait des grandes mèches de feu qui montent en l'air. Là, ça calait tout à faire là. On s'était en allé, nous autres, puis le chemin calait en arrière de nous autres. En somme, vous êtes partis juste à temps. De justesse. Vers 11 heures, on était à Salle-Chevalier pour regarder la joute. Les jeunes sont arrivés, ils ont dit, il y a des maisons dans la rue Stanley, dans la rue Harvey qui sont calées. Mais ça fait que je demeure pas loin de là. J'ai sauté tout de suite de mon char avec 3-4 gars. On est parti pour aller voir ça. Mais on ne pouvait pas s'imaginer que c'était une fosse géante, que toutes les maisons étaient enfilées dedans. Vu la noirceur, il a fallu s'avancer assez près pour voir. Mais quand on a vu cette fosse d'à peu près d'environ peut-être 1000 pieds de circonférence, une centaine de pieds de profondeur, là, on a vu que c'était quelque chose d'extraordinaire. Votre maison s'est écroulée à ce moment-là? Pas encore. Là, ma maison est à environ 200 pieds de la fosse. J'ai retourné immédiatement chez nous. J'ai habillé les enfants et la femme, c'est pressé, hein. Puis... Avez-vous eu connaissance que des gens soient morts autour de vous? Ben, disons que quand on est approché du trou, on attendait une clameur qui montait du fond du trou. Quel genre de clameur? Des gens qui criaient, qui hurlaient, puis des crises d'hystérie qu'il y avait dans le fond. Au plus fort de ce branle-bas, un autobus qui ramenait des travailleurs de l'Alcan a également sombré dans l'abîme. Le conducteur, M. Marcel Girard, a eu heureusement le sang-froid d'ouvrir la portière arrière du véhicule. Et tout le monde a eu le temps de sauter. Deux minutes plus tard, l'autobus était disparu. Environ 200 hommes de la protection civile, de la Croix-Rouge, de la Sûreté du Québec et des services locaux de la police et des pompiers sont placés sur un pied d'alerte. Le gouvernement québécois, l'Université du Québec et l'Université Laval ont aussi dépêché sur les lieux des équipes de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens qui vont constater l'étendue du désastre et envisager les mesures à prendre pour enrayer sa progression. M. Gérald Harvey, député de Jonquière et membre du Conseil des ministres, est aussi venu sur les lieux. Il a déclaré, à la suite d'ailleurs du Premier ministre M. Bourassa, que le gouvernement québécois mettait tout en branle pour aider la population frappée par cette catastrophe. Cette catastrophe résultant d'une des nuits les plus tragiques qu'un village québécois ait vécues. En effet, le Conseil des ministres a pris des mesures extraordinaires pour venir en aide à la population sinistrée. Il a d'abord confié la direction et la coordination des secours et de l'activité policière à l'inspecteur Boisvert de la Sûreté du Québec à Chicoutimi. La concentration de ses pouvoirs entre les mains d'un seul homme vise une plus grande efficacité dans les opérations de surveillance et de secours. Il a de plus confié au ministère des Affaires sociales le soin des personnes déplacées. Et il a chargé le ministre des Affaires municipales de fournir à la petite municipalité de Saint-Jean-Vianney les moyens financiers et techniques nécessaires à son relèvement. Le terrain qui s'est écroulé était le plus redoutable et qui fut au Québec, d'après une étude que les géologues La Rochelle, Chagnon et Lefebvre ont publiée l'an dernier. Ces spécialistes ont même déterminé qu'un siècle avant l'arrivée de Jean Cartier, soit en 1430, un vaste écroulement de terrain s'était produit à cet endroit. Et bien d'autres signes de danger s'y sont manifestés au cours des temps. Et tout récemment, soit le 20 avril, un affaissement de 200 000 pieds carrés de terrain est survenu sur la propriété de M. Pitt Blackburn à environ un demi-mille de l'agglomération, maintenant engloutie. Cet avertissement avait effrayé quelques familles des environs, mais pas au point de susciter une véritable prise de conscience du danger, ni de la part de la population, ni de celle des pouvoirs publics. De toute façon, l'on était loin de soupçonner que cet incident était le signe avant-coureur de la catastrophe qui vient de survenir. Un géologue du gouvernement, M. Jean-Yves Gagnon, a exprimé l'avis que la tragédie a pu être causée par une secousse sismique enregistrée hier soir. Pour sa part, un ingénieur de l'Université du Québec, M. Jean Vallée, que j'ai rencontré sur les lieux, explique le phénomène à sa façon. Nous allons entendre M. Vallée.
D'abord, on appelle ça un glissement de terrain dans une argile sensible au remaniement. Qu'est-ce qui peut causer ça? C'est que durant le printemps, la fonte des neiges et les pluies vont élever la table d'eau dans le sol, le niveau de l'eau qu'on trouve dans les sols en général. Maintenant, ça cause des pressions hydrostatiques plus élevées que la normale, et ce qui affaiblit considérablement l'argile en question, à des profondeurs assez grandes. Ce qui veut dire qu'une tragédie de ce genre peut se produire à bien d'autres endroits. Il s'en est déjà produit dans la province de Québec, comme à Saint-Joachim-de-Tourelle, à Nicolette, qui est exactement le même genre de catastrophe. Peut-on les prévenir? On peut difficilement les prévenir, à moins qu'il se produisent des glissements, de petits glissements, quelques jours avant les glissements catastrophiques. Est-ce que ça ne s'est pas produit ici? Je crois qu'il y a eu un petit glissement il y a une quinzaine de jours, mais je ne suis pas certain de cette affirmation-là, que j'ai simplement entendu dire de la part d'un sinistré, qu'un glissement il y a quelques jours s'est produit, qui a été signalé à un ingénieur. Une annonce pour commencer. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a une passe pour pouvoir pénétrer à Saint-Jean-Vianney? Alors, Mme Marquis a déjà avec elle une équipe. Cependant, cette équipe, il faut la renforcer. Je crois comprendre qu'ici, dans la salle actuellement, nous avons bon nombre de personnes qui sont venues offrir leurs services. Les 1500 à 2000 personnes évacuées ont été conduites au centre commémoratif presse à Kenogami. Là, la Croix-Rouge, avec la collaboration du ministère des Affaires sociales et le concours de la population des environs, s'est occupée de nourrir, de loger, de vêtir ces personnes, ces familles dépourvues, désemparées. Les administrations municipales de la région ont d'autre part conjugué leurs efforts pour organiser une campagne de secours pour les sinistrés. Les organisateurs de cette campagne ont invité toutes les familles désireuses d'y contribuer à le faire sous la forme de leur choix. Les porte-paroles de compagnies d'assurance ont d'autre part expliqué que les risques encourus par les glissements de terrain ne sont ordinairement pas assurés. Les immenses dégâts subis, soit par l'effondrement de maisons, la menace qui pèse sur bien d'autres demeures, ainsi que la dévaluation que subira forcément tout le petit village éprouvé, restent donc à la charge de ces malheureux habitants. Leur avenir repose sur leur volonté de relèvement, sur leurs ressources qui étaient déjà fort modestes, et sur l'aide qui pourra leur parvenir du gouvernement, de sociétés et de particuliers. Quoi qu'il en soit, les conséquences d'une nuit tragique hypothéqueront durement l'avenir d'un petit village québécois qui avait vécu jusqu'ici dans la tranquillité. Cette nuit d'horreur s'est déroulée dans des ténèbres profondes, car dans cet écroulement où tout se rompait avant de s'engloutir, le courant électrique manquait, si ce n'est pour incendier un poteau, une maison. Des amoncellements de débris avec des montagnes de glaise ont glissé jusque dans le Saguenay, emportant un pont sur la Chipcha. C'est sur ce tableau désolant que le jour s'est levé, un jour qui devait être bien triste et bien long. En présence de son gouffre et des menaces nouvelles qui pèsent sur elle, la petite population de Saint-Jean-Vianney, endeuillée, dépouillée, délogée, n'arrive pas encore à prendre toute la mesure de son cauchemar. Ici André Dufour à Saint-Jean-Vianney.